Alors, je vais vous entretenir pendant une demi-heure du règlement général sur la protection des données que l'Union européenne a adopté le 25 mai 2018, dont vous avez très certainement entendu parler, vous expliquer un peu quels sont les enjeux aujourd'hui. Je vous donne quelques petits exemples de la difficulté qu'on a au quotidien à appréhender ces mouvements, ces mutations importantes. Tout ce qui est jusqu'à la ligne rouge, c'est du droit. C'est mon parcours professionnel. Donc j'ai fait mon droit ici à Fribourg. Et puis ensuite, tout ce qui est indiqué à partir de la ligne rouge, ce sont d'autres formations certifiantes dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, de la cyberguerre, de la normalisation, etc. Alors ce que je dis aux gens, c'est qu'aujourd'hui, connaître un métier, ça devient insuffisant. On doit avoir des connaissances transversales et pluridisciplinaires. En protection des données en particulier, le fait d'avoir un ingénieur en informatique, mais qui n'a pas de connaissances juridiques, puis d'avoir à côté un juriste, puis d'avoir à côté quelqu'un qui fait de la normalisation ou un auditeur, eh bien, ça n'est plus possible. Vous devez avoir ces connaissances métiers cumulées pour ne pas engendrer un coût trop important au sein d'une entreprise. Et ça devient vraiment la norme. Il y a plein de gens qui, aujourd'hui, se forment dans ces matières. Alors, pour la petite anecdote, quand j'ai été élu pour la première fois préposé à la protection de données, j'ai demandé à mes collègues « Mais comment vous faites pour auditer un système d'information ?» Parce qu'on doit auditer les hôpitaux, on doit auditer la police, on doit auditer des systèmes extrêmement complexes. Et puis tout le monde a commencé à rire en me disant « C'est le dernier arrivé, il n'a pas compris, nous, on n'audite pas. On a des budgets pour faire auditer. » Bien, dans mon canton, je n'ai aucun budget pour faire auditer. Je dois auditer. Donc, par la force des choses et par obligation, j'ai dû faire ce genre de choses-là. Alors, c'est le sommaire de l'exposé. On va essayer de passer en revue ensemble les éléments principaux de ces nouvelles normes. Je vais vous expliciter un petit peu le contexte et puis essayer de susciter votre attention sur des points particuliers. On va commencer avec ce qui m'apparaît, je ne sais pas s'il y a des hommes politiques ici, mais une véritable hérésie. Vous allez très vite constater que je n'ai pas ma langue dans ma poche, ce qui me vaut parfois, notamment avec les hommes politiques, quelques soucis lors des réélections. Mais on se retrouve dans une situation où on voit bien que le politique qui prend les décisions n'a jamais géré une entreprise. Parce que faire subir à l'entreprise une double régulation en 2 ans, c'est une aberration économique totale du point de vue du secteur des RH. Allez expliquer à vos collaborateurs que vous allez passer en conformité européenne, puis 2 ans plus tard, il faudra peut-être passer en conformité suisse avec des normes différentes. Eh bien, les collaborateurs qui réfléchissent très pragmatiquement vont vous dire on est dans l'absurdie. On n'a pas réfléchi, on n'a pas anticipé, on n'a rien fait. En réalité, nos hommes politiques n'ont pas anticipé, n'ont rien entrepris pour avoir des normes qui soient les mêmes que celles de nos voisins, qui à 200 millions ne sont pas moins intelligents que les nôtres. Quand j'entends parler de Swiss Finish, permettez-moi de vous dire que moi je travaille généralement à Paris, j'enseigne à la Sorbonne. Donc les élèves que j'ai à la Sorbonne qui ont entre 19 et 20 sur 20 au bac, ils ne sont pas moins intelligents que les élèves qu'on a ici, certainement pas. Et ils ont mis 10 ans à faire ce texte. Donc ils ont eu le temps de la réflexion, les meilleurs experts en Europe, et on vient dire aujourd'hui, non, mais nous, on va faire notre loi fédérale sur la protection des données révisée avec le Swiss Finish qui sera meilleur que tout ce qui existe au monde. Alors, je demande à voir, parce que franchement, j'étais dans la commission d'experts du Conseil fédéral la première, et je ne pense pas que ce texte soit meilleur que celui de nos voisins. Donc, pour vous résumer la situation, aujourd'hui, on a le règlement qui est entré en vigueur. Il y a des sociétés en Suisse qui sont soumises à ce règlement, qui se mettent en conformité, et on a des sociétés qui ne savent pas, donc elles attendent, en se disant la nouvelle loi sur la protection des données va bientôt arriver. Le problème, c'est que dans l'intervalle, eh bien, vous avez des consommateurs moins bien protégés en Suisse que dans l'Union européenne. Vous avez des entreprises qui vont venir s'installer en Suisse parce que la protection des données n'est pas un thème aussi important qu'ailleurs, et ce ne sont pas les entreprises qu'on veut avoir ici. Nous, les gens qui pillent les données, qui les phagocytent, qui les revendent, les data brokers, on n'en veut pas. Parce qu'on va avoir d'autres problèmes avec ces gens-là ensuite. Et le citoyen suisse en a assez, et on le voit dans tous les sondages et dans tous les dossiers qu'on traite, de voir ces données qui sont malmenées, sans son consentement express préalable, etc. Donc là, c'était la Fédération romande des consommateurs, mais on a été plusieurs à écrire au Conseil fédéral pour leur dire « Mais attention, vous voulez vraiment faire une loi que pour la Suisse ? Vous pensez que nos voisins vont négocier ensuite des accords particuliers avec la Suisse ? Mais vous êtes à l'ouest, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, cette loi que nous allons mettre en vigueur en 2020,
Alors, je vous donne déjà un petit exemple de ce qui s'est passé. On a eu un stop au niveau du Parlement qui a dit on va envisager de séparer la loi pour les privés, pour le public, etc. Un certain nombre de choses qu'on veut maintenant qu'on a terminé le projet de loi faire. Et puis ils ont dit on va rapidement traiter ces questions en fin d'année 2018. En fin d'année 2018, ils avaient traité de 6 à 10 articles. Donc ils sont en retard, ils ne comprennent manifestement pas la matière et on se retrouve avec cet examen de révision totale qui va se terminer en 2019. La loi entrera en vigueur au plus tôt en 2020. Voilà. Le Conseil fédéral, mis sous pression par l'entreprise et par des gens qui leur disent « mais vous n'avez rien prévu, vous n'avez rien anticipé, maintenant quels sont les risques ?» Alors les risques, voilà. Maintenant, c'est suite à une intervention Chassot, donc qu'on nous dit « écoutez, on doit reconnaître qu'il y a des risques en termes de concurrence. » Alors c'est quoi le risque en termes de concurrence et de flux transfrontalier des données? Le risque, c'est j'ai un patron d'entreprise, je vous dis au hasard, un client patron d'entreprise d'ascenseur qui vient me voir pour toute autre chose, puis qui me dit « ah, j'ai lu ton livre là sur le RGPD, j'y comprends rien, mais nous, à Bâle, on a un service juridique, il n'y a aucun souci, on est conforme, etc. » Mais est-ce qu'on doit être conforme, Sébastien? Puis je lui dis « mais c'est qui ton concurrent ?» Mon concurrent principal, c'est Siemens. Ah, je dis alors lui, il est conforme, ça c'est sûr. Les Allemands, ça rigole pas. En Allemagne, les préposés font des tas de choses pour vérifier la protection des données, etc. Donc il appelle devant moi sa juriste, c'est un cas, je ne vous cite pas le vrai nom de l'entreprise, mais il appelle sa juriste et il lui dit, je suis avec Fanti, il me dit qu'on doit être soumis au RGPD. Elle dit, ah oui, c'est vrai, on se pose la question, on n'est pas encore soumis. Puis je lui dis, mais tu concours à des marchés publics en Europe? Il me dit, oui, c'est la grande partie de notre travail, c'est des marchés publics qui se déroulent en Europe. Je dis, mais tu seras plus accessible. Enfin, tu pourras plus accéder au marché public. Une des conditions d'accès au marché public dans les appels d'offres publics aujourd'hui en Europe, c'est la conformité au règlement. Il dit, c'est vrai, à sa juriste, elle dit, je sais pas. Vous voyez le problème qu'on a en pratique? Tout ça, c'est bien joli, la théorie. Mais l'entrepreneur, lui, qui doit aller chercher des nouveaux marchés, qui doit commercialiser des produits, quand on vient lui dire, ah, mais vous inquiétez pas, il nous arrivera rien. Voilà. Donc, on a déjà des cas qui se sont produits. Et donc, le Conseil fédéral a dû concéder un certain nombre de choses. 1, on n'est pas prêt. 2, les entreprises et les consommateurs seront moins bien protégés que nos voisins européens. Et surtout, des entraves à la circulation des données personnelles pourraient en résulter. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, on a des choses très différentes chez eux et chez nous. Je vous ai fait un petit tableau de ce qui diffère. Chez eux, on a la portabilité des données. La portabilité des données, c'est je vois qu'il y a la Banque cantonale de Fribourg, je viens à ma banque, je dis je veux toutes mes données personnelles sur une clé USB. Si je fais ça aujourd'hui à la Banque cantonale de Genève, parce que je suis frontalier, puis je demande la portabilité des données, après 3 fois que je le demande, je pense qu'on va appeler la sécurité, faire venir la police en disant il y a un fou qui nous parle de portabilité des données. On ne sait pas ce que c'est la portabilité des données. La portabilité des données, c'est le droit essentiel du règlement. C'est le fait de pouvoir transférer sans entrave technique toutes les données qui me concernent d'un support à un autre. Et ce n'est pas n'importe quoi à mettre en pratique parce que par exemple le PDF n'est pas admis, donc on devra trouver des formats qui correspondent à tous les systèmes. La deuxième chose importante, c'est que chez eux, eh bien, si vous perdez des données, vous êtes censé être responsable de cette perte. Chez nous, la loi prévoira que c'est au procureur de prouver la perte par une négligence ou intentionnelle. Alors, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Nous aurons une procédure pénale. C'est-à-dire que si la loi est adoptée en l'état, c'est la police qui perquisitionnera les entreprises qui ont perdu des données. C'est la police qui viendra avec des inspecteurs de police de sûreté voir vos systèmes informatiques. Moi, je suis absolument opposé à ça. Je ne vois pas ce qu'une procédure pénale va apporter. Imaginez si vous êtes une assurance ou une banque et que vous êtes perquisitionné par la police parce que vous avez mal protégé les données d'un client ou d'un consommateur. En termes d'image, ce sera désastreux. C'est ce qui a été prévu avec des amendes jusqu'à 250 000 francs, alors que chez nos voisins, on peut aller jusqu'à 2 millions, voire bien au-delà, 20 millions, pardon, voire bien au-delà si vous avez perdu des données, comme par exemple Swisscom, lorsque l'entreprise a perdu des données pour 8% de la population suisse. Chez nous, la sanction, ça a été 0. Si la même affaire s'était produite dans l'Union européenne avec le RGPD, on aurait eu une affaire où on aurait pu estimer que la sanction, elle aurait probablement aussi entre 3 et 5 millions. Eh bien, c'est le choix qu'a effectué le Conseil fédéral que de rendre les violations en matière de protection des données pénales. Ensuite, on n'aura pas d'action collective en Suisse, en France, en Europe
tous les États soumis au règlement, on aura cette possibilité. Et puis, on n'a pas de délai très strict. On a un délai relatif pour les annonces de perte de données. Chez eux, 72 heures. Alors, 72 heures chez eux, c'est mon apprenti qui me voit partir un vendredi après-midi parce que je dis je suis fatigué, je suis allé hier à Bulle, avant-hier à Fribourg, avant-hier à Genève. Je m'en vais, 13h30, je ferme mon bureau, je pars. Elle reçoit un téléphone de mon informaticien qui lui dit « Ah, on a perdu certaines de vos données, il faudra dire à votre patron. » Elle met un post-it sur mon bureau, j'arrive lundi matin. Moi, j'ai des clients européens, je suis soumis au RGPD. J'ai déjà perdu combien d'heures sur les 72 heures pour annoncer la perte de données? 72 heures, c'est très très rapide. Et donc, chez eux, c'est fixé, chez nous, c'est plus relatif. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on est soumis au Règlement général de protection des données? Je ne vais pas faire trop de droit parce que ce que vous avez là, plus les notes que je vais fournir aux organisateurs vous permettront d'aller dans le détail. Mais en clair, c'est lorsque vous offrez des produits ou des services à des consommateurs européens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est pas parce que vous avez un numéro de téléphone international ou un site en 4 langues que vous êtes soumis au RGPD. Il faut que, quelque part, vous ayez envie d'avoir des clients européens, que vous fassiez quelque chose de proactif pour les faire venir soit sur votre site, soit par exemple parce que vous êtes boulanger à Genève et que vous voulez leur vendre un pain paillasse parce que vous dites qu'il est meilleur que le pain de vos concurrents, etc. Et puis c'est aussi lorsque vous profilez les internautes. Alors, comme préposé cantonal valaisan, j'ai déjà eu une dénonciation contre mon canton parce que le site web de l'État du Valais utilisait Google Analytics. Nous avons été dénoncés à une autorité européenne de protection des données. J'ignore totalement ce qui va se passer avec le canton, s'il sera sanctionné ou pas. J'avais dit aux informaticiens qu'il fallait faire attention à ça. Maintenant, ils ont désactivé Google Analytics. Mais qui peut me dire dans cette salle avec un site web qu'il n'utilise pas un outil comme Google Analytics pour savoir ne serait-ce que qui vient sur son site? Donc ça veut dire que potentiellement, tout le monde est concerné. Et vous savez, au début, il y a 2 ans, quand j'ai fait les premières conférences, tout le monde a dit il est complètement fou. C'est le seul à dire que ce sera un spectre d'application large. Aujourd'hui, tous mes collègues, au départ, on n'était pas d'accord non plus tous ensemble, les préposés, tous mes collègues envisagent déjà une extension de ce champ d'application. Si on prend le canton de Genève, les transports publics sont soumis, l'hôpital est soumis, l'université est soumise. Si vous avez l'université de Fribourg qui fait appel à des étudiants étrangers, qui va les démarcher, qui dit vous êtes les bienvenus, il y a une équivalence de connaissances qui est effectuée chez nous, venez à Fribourg, vous êtes soumis au RGPD. Donc en pratique, si vous avez une succursale dans l'Union, vous êtes évidemment soumis. Si vous offrez ces biens ou ces services dans l'Union, vous êtes soumis. Vous avez par exemple une boutique en ligne. Si vous suivez le comportement de vos clients, vous êtes soumis. Alors, ça peut concerner la boulangerie du village. Vous avez pris cet exemple. C'est un exemple d'économie suisse pour pas que je prenne des exemples qui soient uniquement les miens. Voilà, comme ça, vous avez aussi l'avis d'économie suisse qui partage ce point de vue d'extension du champ d'application. Si vous voulez savoir si vous êtes soumis ou pas, vous avez un petit test de quelques minutes sur le site d'économie suisse qui vous permettra de vous poser la question et de déterminer si oui ou non, vous devez approfondir cette question-là. Et auquel cas, si vous êtes soumis, bien, ce n'est pas la fin du monde. C'est ce que je dis à mes clients. Moi, si j'ai une régulation forte, une seule régulation forte, et que je sais qu'en respectant ces règles-là, je serai toujours conforme dans mon pays et dans le monde entier, je n'ai pas de souci à me soumettre. Il y a des banquiers dans la salle. Je vais vous dire, écoutez, messieurs les banquiers, BAL 1, BAL 2, BAL 3, les directives de la FINMA, tout ce que vous recevez par mail tous les jours, on supprime et on fait un texte unique. Le banquier aura le même texte à Londres, à Paris, à New York, à Zurich, à Genève. Vous me dites quoi? Vous me dites, je prends, j'achète, comme dirait un célèbre humoriste canadien. J'achète parce que c'est le b.a.-ba. C'est, si vous voulez, la langue universelle de protection des données dont le but au sein de l'Union européenne est de s'appliquer à l'ensemble du monde. Et donc, de ce point de vue-là, à terme, ça va faciliter le travail de chacun d'entre nous. Nous parlerons la même langue, nous aurons le même vocabulaire. C'est un espéranto en matière de protection des données. Alors, l'Union européenne vient de publier ses guidelines sur l'application de l'article 3.2. Elles sont conformes aux attentes. Elles montrent qu'on peut avoir un élargissement, mais ce ne sont que des guidelines. Nous allons dépendre de décisions d'une Cour de justice de l'Union européenne et pas de tribunaux suisses pour dire si nous sommes soumis ou pas. Ce que ça signifie en pratique, c'est que des entreprises suisses vont peut-être être soumises par un tribunal étranger à ce droit européen.
Voilà, je vous ai aussi mis quelques autres exemples que je ne vais pas commenter parce que sinon on n'arrivera pas à tenir l'horaire. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le champ d'application de cette norme, il est complexe, difficile à circonscrire, il est évolutif et dans le doute, il faut être précautionneux. Ça ne sert à rien de se dire, moi, tant qu'il ne m'arrive rien, eh bien, je ne fais rien. Pourquoi ? Parce que vous avez des risques dans vos activités propres, ce qu'on appelle le core business, votre cœur de métier. Ces risques, c'est souvent un client insatisfait, un quérulant, un concurrent qui vous dénoncerait à une autorité pour que vous ayez une procédure et qu'ensuite vous ne soyez plus éligible sur des marchés. Et ça, c'est quelque chose qui se passe déjà maintenant. Les chiffres qu'on a des dénonciations, c'est une explosion de dénonciations auprès des autorités européennes, dont des dénonciations qui viennent de la Suisse. Donc pour l'instant, on n'a pas de sanctions parce que les autorités sont noyées, mais à terme, on va avoir des sanctions, toujours en espérant qu'on ne sera pas la première entreprise à être sanctionnée. Ensuite, pour l'assurance du risque, je dis aux gens, attention, parce que moi, comme préposé, si je sais que quelqu'un a fauté et que j'interroge le patron de l'entreprise, je vais lui dire, vous avez assuré le risque, monsieur? Il va me dire, ah oui, j'ai assuré le risque. À hauteur de combien? 3 millions. D'accord. Alors, je vais rendre une décision qui le condamne à 5 millions parce que je vais dire, la loi, elle prévoit que ça doit avoir un effet dissuasif. Les 3 premiers millions, c'est pas vous qui les payez avec votre porte-monnaie, donc ça n'a pas d'effet dissuasif. Donc, je vais vous mettre 2 millions de plus, comme ça, je suis sûr que vous allez bien réfléchir la prochaine fois. Et donc, les préposés ont déjà réfléchi à ça, mais ça, ce sont des normes et ce sont des cas d'application pratique qu'on a non seulement dans le domaine des données, mais aussi dans le domaine, par exemple, bancaire, avec la FINMA, les amendes et autres. Il y a un certain nombre d'obligations qui ont été définies dans ce texte. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais en clair, aujourd'hui, la tendance, c'est je ne récolte que les données qui me sont absolument nécessaires. Je ne vais plus à la pêche aux données. Les données, le pétrole du 21e siècle, c'est fini. Aujourd'hui, si je n'ai pas besoin d'une donnée, je n'aurai pas à la traiter, à la sécuriser, à la conserver, à l'archiver, à la détruire. Ça va me coûter de l'argent de gérer toutes ces données. Donc, je ne collecte et je ne conserve que les données qui me sont absolument nécessaires. Lorsque j'établis un projet, je développe un logiciel, je fais quelque chose, il y a la notion de privacy by design, by default. Ça veut dire que justement, je ne prends que ce dont j'ai besoin et qui va servir au but que je me suis fixé. Voilà. On a aussi changé de paradigme avec un registre non plus des données que vous détenez, mais un registre des traitements. Alors, qui est responsable RH dans la salle? Une personne. On a fait, c'est public, on a fait le passage en conformité RGPD du groupe Mutuel, donc la Mutuelle qui est un grand groupe d'assurance. Lorsqu'on a fait les traitements de données RH de cette entreprise, on avait un tableau Excel, on pouvait l'imprimer au mur tellement il était grand. On avait 14 ou 15 traitements. Arriver à la retraite, c'est un traitement. 10 ans de service, c'est un traitement. Le fait que telle personne ait le droit à une vacance supplémentaire parce qu'il y a un contrat particulier, c'est un traitement. C'est un contrat particulier, c'est un traitement. Donc, tous ces traitements doivent être formalisés. Vous devez ensuite indiquer pendant combien de temps on conserve les données, puis ensuite qu'est-ce qu'on en fait, comment on les détruit, etc. Et ce sont des questions qu'on doit se poser lorsqu'on passe en mise en conformité. Voilà, je passe un petit peu plus rapidement, mais pour vous dire aussi que le RGPD, c'est une arme de concurrence massive. Lorsque j'ai été jeune préposé, il y a de cela maintenant 2 ans et demi, la maman du texte, qui a un chalet à Crans-Montana, était à la même soirée que moi. Et puis, je parle avec elle et je lui dis, voilà, je suis préposé, mais à mon échelle, à un petit canton de 100 000 habitants, j'ai vu votre texte, bravo, extraordinaire, vous avez réussi à mettre 200 millions de personnes autour du même texte. Et elle me dit, est-ce que vous pensez, monsieur Fanti, que ça va s'appliquer au canton du Valais? Et je lui réponds, je crains fort que oui. Puis elle me dit, pourquoi craignez-vous que oui? Je lui dis, parce que cela ne va pas contribuer à me rendre plus populaire. Elle me dit, je lui dis, évidemment, quand je vais aller dire à mes autorités qu'il faut respecter ça, elles ne vont pas aimer du tout, parce que ça va vouloir dire des dépenses, du travail, des choses qu'on n'a pas prévues. Elle me dit, vous n'avez pas été élu pour être populaire, vous avez été élu pour appliquer la loi. Et j'ai jamais oublié ce qu'elle m'a dit. Viviane Reding est une grande personnalité du domaine de la protection des données. Et elle avait raison, parce qu'en pratique, si vous voulez, on est là pour appliquer les règles que d'autres ont adoptées. Et même si elles ne nous plaisent pas, on doit les appliquer. Alors, il y a plein de gens qui, au sein des partis politiques, ont dit « Jamais nous ne nous soumettrons à l'Union européenne en matière de protection des données ». Il
Il y avait un article dans le code pénal qui a beaucoup interpellé les auteurs, c'était l'article 271 qui disait en clair qu'il n'y a pas de tribunal d'autorité étrangère qui peut en fait interférer avec les citoyens suisses, les entreprises suisses, etc. Il y a une protection du citoyen dans ce pays. Alors on s'est dit, oui, mais d'annoncer une perte de données à une autorité étrangère, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on ne viole pas les normes suisses en annonçant à la CNIL, à l'autorité britannique, tant qu'ils ne sont pas encore sortis de l'Europe, aux Belges, aux Allemands, qu'on a perdu des données? Réponse du département fédéral de justice et police, pas du tout. Alors on s'est complètement couché, on s'est totalement mis aux standards européens, alors que tout le monde nous a dit, vous verrez, la Suisse, elle aura le Swiss Finish, etc. C'est pas possible en pratique. On le sait tous très bien. Et venir raconter aux entreprises qu'on ne sera pas impacté par ça, c'est malhonnête intellectuellement, parce que véritablement, il y aura des conséquences, directes et indirectes. Alors, les sociétés, ce qu'elles doivent faire aujourd'hui, c'est se poser la question de savoir si elles sont soumises. Si elles sont soumises, il ne faut pas commencer à pleurer puis à se dire « Ouh là là, on va devoir investir des centaines de milliers de francs ». L'investissement, il n'est pas du tout aussi important qu'on peut le penser. Dans un premier temps, il faut référencer tous les traitements de données qu'on a. Faire un mapping, une carte de tous ces traitements de données, ne serait-ce que sous Excel. Ensuite, on va étudier les données, les classer, faire des tableaux, etc. Donc c'est tout à fait possible. Mais ça va dépendre évidemment de la taille de l'entreprise, du type de données que vous traitez ou pas. Si vous avez des données médicales, vous devriez être plus inquiet que si vous avez simplement les données du registre des vignes. Vous voyez, un jour comme préposé, j'avais un chef de service qui vient me voir. Je le voyais tout blanc là, en se disant « On m'a dit que vous étiez horrible, que notre service n'allait jamais pouvoir faire passer ce logiciel. » Et puis je lui dis « Vous buvez un café ?» Puis il me dit « Oui, oui. » Ah, je vous présente le logiciel du registre des vignes. J'ai dit, je lui ai répondu comme ça, je m'en fous. Il me dit, pardon? Je m'en fous. Votre registre des vignes ne m'intéresse pas. Parce que la seule chose que je vais apprendre, c'est qu'il y a du gamay, du gamarré, du pinot, du fendant. Alors peut-être que comme consommateur, ça m'intéresse. Il n'y a aucune donnée sensible dans le registre. Et de surcroît, même si vous perdiez les données du gamarré ou du pinot noir, ça n'altérerait pas la production du canton du Valais. Donc ce que je veux vous dire par cet exemple, c'est que si vous avez des données clients qui sont sensibles, vous vendez des montres, vous avez une bijouterie, puis vous avez des gens qui vous payent 45 000 francs en liquide, puis qui viennent avec une dame qui n'est pas forcément leur femme, on peut quand même s'interroger sur un cadeau à 45 000 francs à une autre dame. Ça, ce sont les horlogers qui m'expliquent ça, et puis les fabricants de montres et les vendeurs. Évidemment que cette information-là, elle a une sensibilité accrue. À l'inverse, si vous avez une dame qui vient avec un jeune homme qui n'est pas membre de sa famille lui faire des cadeaux très importants, lui acheter, je ne sais pas, des habits ou tout ça, cette information-là, elle est sensible. Elle est sensible parce qu'elle révèle des choses. Et toutes les informations révèlent des choses parfois qui peuvent vous paraître totalement anodines. Alors, je vais vous poser la question de savoir, selon vous, en entreprise, quelle est la donnée la plus sensible? Je ne sais pas si quelqu'un m'a déjà vu poser cette question, auquel cas il ne faut pas tricher. Je vous donne 1 minute. Celui qui trouve quelle est la donnée la plus sensible en entreprise, je lui offre une excellente bouteille de vin valaisan non coupé, de son choix et d'un cépage particulier. Voilà, vous avez 1 minute. Oui? Non, pas les pièces jointes dans les emails. Oui? C'est parmi les données des employés. Quelles données des employés? Non, pas le salaire. Pas la date de naissance, pas l'âge, oui? Non, pas la VS. Pas la santé? Non. 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 Non, pas l'email. Pas le numéro AVS, pas le nom. Non, pas l'orientation sexuelle, même si c'est une donnée sensible. Oui. Les horaires? Non. 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 10 secondes? Non. 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 Vous ne trouverez pas. Ce sont les allocations familiales. Pourquoi? Pourquoi ce sont les allocations familiales? Je vous explique pourquoi. Parce que dans une entreprise, on passe du paiement du salaire à la main
au paiement du salaire sur un compte bancaire. C'est un cas réel qui s'est produit dans une entreprise de 3000 personnes. Vous avez beaucoup de gens qui ont refusé ce changement de paiement du salaire. Pourquoi? Parce que quand vous avez à la maison une attestation de salaire qui arrive avec 3 allocations familiales alors qu'il n'y a que 2 enfants à la maison, je peux vous dire que là, l'explication à donner, elle va être circonstanciée. Et ça correspondait à un 30% du personnel masculin de l'entreprise. Alors, le responsable RH, quand vous lui dites quelle est la donnée la plus sensible en entreprise, c'est l'allocation familiale. Surtout s'il y en a une d'un enfant qui a été reconnu, mais qui n'est pas connu du conjoint. Donc vous voyez, tout ça, ça permet donc de vous dire qu'il y a des données qui, aujourd'hui, sont importantes alors même que vous ne le savez pas. Pour ce qui est de l'email, vous avez raison, c'est une donnée sensible. Elle n'est pas au chapitre des données sensibles de la loi. Mais je vous le donne en mille, c'est un scoop. L'autorité allemande a pris une décision au début d'année, au mois de janvier, que nos avocats en Allemagne nous ont envoyé en disant « Ici, c'est la révolution. Fondée sur le règlement général sur la protection des données, une autorité d'un land allemand exige désormais, écoutez bien ce qu'ils exigent, le cryptage de tous les emails. » Lorsqu'on a reçu cette décision, nous au bureau, parce que moi j'exerce une fonction de préposé à 10% environ de mon temps, 90% j'exerce comme avocat, immédiatement, on a demandé aux entreprises qui nous fournissent nos solutions de nous faire une offre pour un mail crypté. Donc dans les 6 prochains mois, personne n'en a encore entendu parler en Suisse, mais vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Ah non, nous on n'échange plus de manière non cryptée par email. » Donc préparez-vous à ce changement qui est le premier changement pratique important issu du RGPD. Qui est compétent pour sanctionner si maintenant vous avez un problème en matière de règlement général de protection de données? Ce n'est pas un préposé suisse. Vous ne recevrez rien d'aucun préposé, ni fédéral ni cantonal. Celui qui est compétent, c'est l'autorité étrangère. Donc si vous avez une secrétaire qui reçoit un courrier de la CNIL, la Commission belge pour la protection de données, ou bien du commissionnaire britannique, il ne faut pas jeter ça à la poubelle en disant on s'en fiche parce que nous, on ne connaît pas ces gens, on n'est pas soumis. Le préposé fédéral et les préposés cantonaux ne feront rien, parce que nous ne sommes pas habilités à appliquer ce texte. Peut-être qu'il y aura une convention avec l'Europe qui nous habilitera à aider nos collègues européens à faire les enquêtes. Si vous devez vous mettre en conformité sans dépenser des fortunes, c'est en vous associant avec des gens qui font le même travail que vous, par le biais de vos associations professionnelles, ou bien de collègues avec lesquels vous vous entendez bien. Si vous allez voir un spécialiste et que vous lui dites « mettez-moi en conformité, on est 10 au lieu d'être 2 », vous allez pouvoir faire marcher la concurrence, diminuer les coûts et avoir des échanges d'expérience. Vous avez des modèles de documents pour la mise en conformité. Je vous ai mis quelques liens à la fin. Nous, on a fait une page complète qui s'appelle lexing.ch/RGPD. Et là, on a tous les liens vers tous les documents gratuits qui vous permettent de passer en conformité. Si vous avez des sous-traitants, peut-être que vous avez reçu de leur part un email qui vous dit « Est-ce que vous êtes conforme au RGPD ?» C'est une obligation du sous-traitant de s'assurer aussi que les gens avec qui il travaille sont conformes au RGPD. Donc, lorsqu'un sous-traitant vous écrit, ne prenez pas cette écriture à la légère. Alors, j'avais un monsieur qui avait reçu comme sous-traitant d'une administration publique valaisanne un email qui disait « Est-ce que vous êtes conforme au RGPD ?» Et puis, je l'avais au téléphone, c'était un de mes amis, puis il me dit « Qu'est-ce que je réponds ?» J'ai dit « T'es devant l'ordinateur ?» Il me dit « Oui. » J'ai dit « Alors, tu réponds, reply, tu marques « Et vous, point d'interrogation ?» et t'envoies. Il me dit, j'ose pas faire ça, j'ai dit. C'est un chef de service, j'ai dit. Tu lui réponds ça, je lui téléphonerai, puis je l'appelle, puis je lui dis, ça va, ouais, tu vas bien, ouais. Avant d'écrire aux sous-traitants pour leur demander s'ils sont en conformité RGPD, tu ferais bien de faire très attention parce que toi, tu n'es pas en conformité RGPD. Et comme le sous-traitant peut devoir te dénoncer à l'autorité, dans certaines circonstances très particulières, certes, mais il peut devoir te dénoncer, aller dire au sous-traitant, est-ce que vous êtes en conformité? C'est s'exposer au retour de bâton qui est de vous dire, mais vous êtes en conformité. Et ça aussi, ça paraît être quelque chose d'important. Voilà, je vous ai mis pas mal de schémas et de contenus pour terminer, pour respecter mon temps de parole par rapport à ce qui doit être fait en cette matière. Il y a même maintenant des logiciels de calcul de l'amende qui va vous être donné lorsque vous avez violé le RGPD. On peut assurer ce risque par la RC de votre entreprise notamment, mais vous savez que la RC n'assure pas tous les risques, donc il faut faire attention à bien discuter avec votre assureur pour savoir ce qu'il assure et ce qu'il n'assure pas. Et pour terminer, lorsque vous désignez quelqu'un dans une entreprise, un DPO, le DPO, c'est celui qui va gérer, protéger les données. On vient de voir apparaître plein de DPO en Suisse romande. Quand on va voir les CV des gens,
on se dit toujours, mais est-ce qu'ils ont bien pris conscience des risques qu'ils prennent en faisant ce travail? Lorsqu'on est DPO, on peut demander à être assuré, parce que dans certains pays, si un DPO fait mal son travail, il peut être poursuivi pénalement. C'est le cas en Angleterre, à Hong Kong, en Irlande. Si vous êtes le DPO d'une entreprise suisse, puis que vous avez perdu des données d'un citoyen européen, puis qu'il a porté plainte dans son pays, le jour où vous arrivez à l'aéroport, vous pourriez avoir la surprise de vous faire interroger par une autorité. Voilà, donc celui qui gère les données dans l'entreprise est à choisir avec soin. Et on n'économise pas d'argent sur la personne qui gère les données parce que c'est l'assurance d'avoir des problèmes ultérieurs. Voilà. Sinon, je vous ai mis un peu de lecture que j'enverrai aux organisateurs pour que vous puissiez avoir, si vous voulez, tout ce qui est nécessaire pour vous poser les questions et les résoudre. Si je devais terminer en résumant le propos, parce que certainement que vous avez eu un peu peur en m'écoutant, moi, je n'ai aucune crainte. Aucune. J'ai des associés dans 27 pays dans le monde. J'ai une associée américaine à Palo Alto. Je vais régulièrement aux États-Unis. Nous sommes meilleurs qu'eux. Je répète à tous les entrepreneurs de ce pays, nous n'avons pas à rougir face à la Silicon Valley. Nous avions un championnat du monde du développement de nouvelles technologies dans lequel nous avions joué avec un handicap, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les entreprises, elles développent un logiciel, un service, elles se moquent quelque peu de savoir si elles respectent la loi. Le jour où elles se font prendre la main dans le pot de confiture comme Facebook, elles payent les amendes, mais comme elles ont des millions, voire des centaines de millions en caisse, c'est pas un problème. Nous, on a toujours fonctionné différemment. On a d'abord voulu respecter les lois, ensuite développer un business, ce qui nous a fait prendre un petit peu de retard dans le développement de nos produits, de nos solutions, etc. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous sommes tous à égalité. Parce que ce texte, il va s'appliquer aussi bien chez nous qu'aux États-Unis, même s'ils ne le souhaitent pas, qu'en Argentine ou qu'au Brésil. Ça met toutes les entreprises sur ce pied d'égalité en matière de protection des données. Et avec l'expérience que nous avons dans ce pays et le respect inné des règles qui nous a été enseigné dès l'enfance, il ne faut pas avoir de peur ni de crainte d'être comparé aux autres lorsque vous entreprenez une telle démarche. Pour moi, c'est une démarche qui doit être envisagée d'un point de vue concurrentiel. Et je dis à tous les clients, si c'est pour voir le trombinoscope de Sébastien Fanti à 300 francs de l'heure tous les jours dans votre bureau, il ne faut pas m'engager. Si c'est pour dire à tout le monde que vous êtes en conformité RGPD et que c'est moi qui l'ai fait, il ne faut pas m'engager. Par contre, si votre responsable marketing, elle a l'idée du siècle pour valoriser le changement de base de données client marketing, le nouveau contact que vous allez opérer avec vos clients et que vous allez pouvoir amortir rapidement l'investissement de la mise en conformité, alors là, je suis quelqu'un que vous devez engager. Et le but de la démarche, c'est d'améliorer les processus métiers, de les simplifier et en définitive d'arriver avec une solution qui soit en conformité, mais qui soit plus efficiente dans l'entreprise. Si vous n'arrivez pas à faire les deux simultanément, eh bien, effectivement, vous serez le perdant ou la perdante de la mise en régulation. Voilà, j'en ai terminé, j'ai déjà peut-être un peu dépassé l'horaire. Je suis évidemment à votre entière disposition pour toutes les questions. Merci. Je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. On a un tout petit peu de retard, mais on a bien géré. J'ai vu que vous avez sauté quelques slides quand même. Hein, quand même. Maître Fanti, c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. On n'aura malheureusement pas beaucoup de temps à disposition si vous avez des questions. Cependant, je pense que vous êtes encore un peu par ici. Alors, je ne voulais pas dire à l'apéro, mais à l'apéro, juste derrière le rideau noir, donc à la Vaudoise Assurance. Encore une fois, je vous demanderai de l'applaudir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Fanti.